Salut mes chouchous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis dans ma cuisine et j'avais décidé de répondre à vos questions, de vous faire un nouveau fac. On va parler de l'actualité, on va parler de vos préoccupations majeures sur la psychologie, le développement personnel, les neurosciences, bref, tout ce qui vous intéresse et sur laquelle je pourrais essayer d'avoir une réponse. Alors on va commencer tout de suite. Yannick, tu m'as posé une question. Quel est ton avis sur notre nouveau président? J'ai peur d'un reconfinement et d'une nouvelle dose obligatoire. Écoute, je vais te donner ce que je ressens par rapport à ce que je vis moi ici en Israël, qui était au départ quand même le pays le plus avancé dans tout ce qui était euh, vaccination. Ils ont pris tout de suite le pendant. La quasi-totalité de la population a été vaccinée assez rapidement. On nous parle plus de la quatrième dose du tout. Parce qu'en en fait, ici, ils sont plutôt pragmatiques. C'est-à-dire que on s'aperçoit que malgré les trois doses, la plupart des personnes, dont moi j'ai eu les trois doses, on a été touché par le corona, j'ai eu le corona. Alors, il est vrai que j'ai eu le corona de façon beaucoup moins puissante que la plupart des amis qui sont autour de moi qui n'étaient pas vaccinés, pour qui ça a été très violent, et pour certains, très très violent. D'accord. En attendant, ils ont abandonné ici l'idée de la quatrième dose, en tout cas, ce qui est plutôt pas mal. Moi, ça m'arrange bien. En revanche, par rapport à notre président, voilà. Nouveau président, non, c'est un président qui a déjà un quinquennat. Il y a des choses qui sont positives dans son quinquennat. Voilà, soyons clairs, rien n'est acheté, tout n'est pas acheté dans la politique d'Emmanuel Macron, de mon point de vue, parce que quand on parle aux entrepreneurs, il a quand même beaucoup soutenu. Quand je vois ce qui se passe, et c'est intéressant parce que moi je suis un petit peu détaché de tout ça, je voyage énormément dans des pays étrangers, aussi bien dans les pays de l'Est que dans les pays, les pays américains. Et autant vous dire que le soutien qui a été fait aux entreprises françaises, je ne l'ai pas vu dans aucun autre pays dans le monde de cette façon-là. Donc il faut quand même reconnaître que cette période de crise qu'a été le corona, à n'en point douter, même si il y a eu des couacs de départ sur les masques et tout ça, je pense que ce gouvernement, comme tous les gouvernements du monde, ont essayé de s'adapter à quelque chose à laquelle personne n'était préparé. Personne. C'est facile de donner des leçons après coup et de dire ils auraient dû faire ça. Euh, bon, alors après, il y a toujours un jeu politique, de communication. Je suis partagé par rapport à ce gouvernement, parce qu'une fois encore, il y a des choses qui ont été faites qui sont bonnes. Maintenant, ce que je sais, c'est que 5 ans pour installer une politique, un leadership et une orientation d'un projet, c'est extrêmement court, 5 ans. Alors je comprends qu'on puisse mettre en place des garde-fous qui nous permettent de réélire une personne si on n'est pas content ou pas satisfait. Mais néanmoins, quand on parle de gouvernance, que ce soit pour un grand groupe, et la France, c'est une grande entreprise parce qu'elle doit être gérée comme ça. D'accord. Aussi, je le pense de plus en plus. Un quinquennat, pour moi, c'est pas suffisant. Le premier quinquennat va permettre d'enclencher des réformes, va permettre d'enclencher un mouvement de changement. Le deuxième va permettre de l'installer. Le troisième quinquennat devrait être en mesure de pouvoir l'assurer. Voilà. Et quand on regarde les pays dans lesquels ils ont des présidents qui sont là depuis plusieurs quinquennats, voire décennies, ce sont des pays qui sont plutôt bien gérés sur la durée avec une politique cohérente. Alors, parmi eux, il y a des politiques qui sont différentes et parfois dictatoriales, mais indépendamment de tout ça, un pays qui est dirigé sur la durée, sur le long terme, avec une ligne de conduite, peu importe celle-ci, la gouvernance, elle s'installe sur la durée. Donc, au final, quand on voit le peloton final pour les élections, je suis assez ravi que Emmanuel Macron soit passé et qu'il puisse redresser aussi la barre. Je pense que les élections lui ont envoyé aussi un message fort euh, d'un peuple qui n'était pas tout à fait satisfait de sa présidence. Bon, maintenant les personnes ont quand même voté massivement pour lui, donc c'est bien. Voilà. Mais c'est aussi important qu'il entende qu'il y a toute une pente de la population qui est insatisfait et que ceux-là, s'ils sont insatisfaits, c'est qu'ils ont des besoins. Les entendra-t-il? On verra dans 5 ans. Voilà, j'espère avant. Merci pour ta question, Yannick. Stéphanie, coucou David. Crois-tu au métaverse de Facebook? J'ai l'impression que nous allons vers un monde totalement digitalisé avec de moins en moins de contacts humains.
Ouais, Stéphanie, on est déjà dans un monde totalement digitalisé, il suffit de regarder autour de nous. Il est pas rare de voir, quand on est assis au restaurant, de voir des couples qui sont ensemble à passer toute une soirée sur leur smartphone et de voir nos jeunes qui sont ensemble et qui sont pas ensemble, en fait, en vrai. Donc le digitalisé, on est déjà arrivé. Le métaverse, qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qui va s'installer par la force des offres commerciales qui vont être dessus. Et il est évident que, comme toute grande forme d'innovation, il y a un risque. Le risque, c'est l'exclusion. Le risque, c'est le repli sur soi. C'est très dangereux de vivre dans un monde virtuel, extrêmement dangereux. Je lisais une étude dernièrement là sur la réalité virtuelle et ce que le monde de la pornographie est en train de sortir. C'est absolument effrayant. Et c'est effrayant de voir que peut-être avec le virtuel, certaines personnes pourraient avoir de meilleurs résultats physiques que dans la vraie vie. Et ça c'est dommageable. Parce que on met le monde en danger d'une certaine façon. Donc, le métaverse, il va arriver, il va falloir qu'on s'en prémunisse. Et ça veut dire que dans nos rythmes de vie, dans nos styles de vie, on doit avoir des comportements qui sont vraiment des comportements humains. On doit apprendre à décrocher ça. Okay, moi, vous savez, je suis de confession juive. Tous les vendredis soirs, je fais Shabbat. Ça veut dire que pas d'ordinateur, pas de smartphone pendant 24 heures. Et franchement, ça fait du bien. Et faites un free day dans votre vie déjà. Ayez un jour sans ces outils électroniques. D'abord, vous allez voir à quel point vous semblez être dépendant. Et ensuite, ça va vous faire du bien. Moi, toutes les idées créatives, toutes les réponses à mes problèmes, curieusement, je les ai dans ces périodes-là, parce que je ne suis pas diverti d'une façon ou d'une autre. Okay, c'est juste important de comprendre que très rapidement, il va falloir mettre en place un système dans lequel, effectivement, les rapports humains vont devoir être remis en avant. Et c'est important. Donc, il y a un vrai risque, Stéphanie. Maintenant, le métaverse, c'est un outil. Hein, c'est la conscience avec laquelle il va être utilisé qui va être importante. Voilà. Mais j'ai des craintes aussi quant à ce domaine-là, même si c'est un domaine qui me passionne, réellement. Je le trouve passionnant, parce que d'un point de vue virtuel, d'un point de vue tout ce que... Le virtuel, c'est proche de la réalité, mais c'est pas la réalité. Et on s'aperçoit que comme le cerveau, il fait pas la différence entre une situation réelle ou une situation inventée toute pièce pour peu que ce soit fait, je pense qu'il pourrait y avoir un tas d'applications intéressantes. Moi, j'ai fait des recherches actuellement et je suis en train de monter une startup sur la VR, tout ce qui est réalité augmentée, la réalité virtuelle, pour le traitement des phobies. Et on est dans certains traitements de phobie à 100% de réussite grâce à ça. Donc il y aura des pans de tout ça qui peuvent être passionnants et qui pourront libérer une certaine forme de créativité. Maintenant, il faudra être prudent et y mettre beaucoup plus de conscience et d'éthique. Peut-être avec des garde-fous d'ailleurs. Voilà. Merci Stéphanie. Johan, je crois que tu as fait une conférence pour Martin. C'était quoi le sujet par hasard? Pourrons-nous l'avoir sur YouTube? Je demanderai à Martin qui me donne la conférence et je la mettrai sur YouTube, c'est promis. Le sujet, j'expliquais toute la logique motivationnelle. Toute la logique motivationnelle, à savoir, c'est de la création d'une espèce de force motrice à l'intérieur de nous qu'on appelle l'âme. Okay, et une fois encore, c'est important que je vous dise que tous les neuroscientifiques, les grands, pas les bidons, les grands, et tous les scientifiques en règle générale, intègrent la notion d'âme dans leur cursus. C'est pas du tout quelque chose d'ubuesque pour eux parce que c'est la seule chose qui permet d'expliquer le mode de fonctionnement de certaines personnes. Et donc j'explique toute cette force motrice à se réaliser, mais surtout cette force qui passe dans la psyché, qui passe ensuite dans le physique, qui passe ensuite dans le vécu, tout ça, elle va être limitée par des interférences, okay, extérieures, intérieures, extérieures par notre environnement, intérieures par ceux qu'on va se créer. Et ces interférences vont créer ce qu'on appelle des messages cérébro-trompeurs, et ces messages cérébro-trompeurs, en fait, nous empêchent de nous réaliser. Et en fait, c'est le contenu de la dernière formation que j'ai faite qui s'appelle Neuro Reset, où j'explique que ce qui t'empêche de te réaliser, et on peut même expliquer tous les problèmes d'addiction et tout ça, et s'en sortir,
grâce à cette formation, parce qu'on peut changer nos habitudes, mais pour changer nos habitudes, il faut comprendre ces messages cérébro-trompeurs, il faut apprendre à les reconnaître, et ensuite à travailler dessus. Voilà. Donc c'était ça l'objet, mais c'est une super conférence, je me suis éclaté. Je pense que les 1800 personnes qui étaient là aussi, et je me suis beaucoup marré. Donc moi, quand je me marre, logiquement les gens se marrent et ça fait des belles conférences. Mais il y a des passages qui sont très très drôles. Vous devriez kiffer. Dès que je l'ai, promis, je la mets. David, merci pour tous ces fabuleux conseils. Help me please. Depuis plusieurs mois, je n'ai plus d'énergie, plus de force. Je multiplie les problèmes de santé. J'ai toujours été active. Je ne suis pas dépressive. Mais sans raison, je n'ai plus du tout d'énergie. J'ai pris du poids et les médecins soignent mes symptômes, mais ne résolvent rien quant à mon énergie. S'il te plaît, aide-moi et dirige-moi. Très compliqué. Très compliqué, mais il y a deux choses sur lesquelles je vais t'orienter. Deux choses qui sont extrêmement importantes et que je veux que vous entendiez, parce qu'on est tous concernés par ça. Carole, nous vivons dans des pays aujourd'hui. Alors j'ai marqué que tu habites en France et sur la région parisienne. Carole, d'abord le taux de pollution à Paris est très élevé, ce qui ne justifie pas ça. D'accord ? Ce qui pourrait justifier ça, et que tu aies de multiples symptômes, c'est un manque profond de vitamine D. D'accord ? On n'imagine pas à quel point la vitamine D a un impact sur tout le circuit d'abord de notre système immunitaire en règle générale, mais surtout notre circuit biologique. Dans les grandes métropoles, la pollution est telle que certains UV ne passent plus, surtout quand on a des périodes où ça manque de soleil. Il faut savoir que par exemple, ne serait-ce qu'en Île-de-France, on dit que presque 80% des personnes sont carencées en vitamine D. D'accord ? Donc, ce qui me fait dire ça là, c'est que tu manques d'énergie, okay, que tu as pris du poids, mais que tu as multiples symptômes et qu'on arrive à les traiter. D'accord ? Donc, il y a de très grandes chances, fais un check-up, il y a de très grandes chances que tu sois carencé en vitamine D. Si demain il te propose des doses de vitamine D, il faudra en prendre plus, parce que les doses de vitamine D qui sont données par les médecins, je me permets, ne sont pas assez suffisantes. Okay ? Notamment pour des notions curatives. Ça veut dire que tu pourrais aller sur des doses supérieures, mais si vous allez sur des doses supérieures de vitamine D, parce que si vous allez regarder la littérature, vous verrez que ça peut avoir des conséquences au niveau de la constipation, au niveau des choses comme ça. C'est vrai, sauf si vous prenez la vitamine K2 en même temps. D'accord ? Donc d'abord fais un check-up au niveau de ta vitamine D, et ensuite prends des doses de vitamine D, autorise-toi à prendre des doses supérieures, mais tu prends en même temps de la vitamine K2. D'accord ? Et si tu fais si vraiment tu es carencé en vitamine D et que tu augmentes ta dose de vitamine D et que tu prends de la K2, logiquement, dans les 3 mois, tu ne devrais plus avoir aucun symptôme. Voilà. Ça, c'est une première voie. La deuxième voie, c'est que tu fasses un bilan de santé et que tu regardes au niveau d'une maladie qui s'appelle Epstein-Barr. Parce que le problème de Epstein-Barr, c'est qu'il y a un tas de maladies qui sont liées à Epstein-Barr, mais qui sont multisymptomatiques et qui à chaque fois ressemblent à une autre maladie. D'accord ? C'est-à-dire que si on fait du traitement, mais qu'on ne touche pas à la souche majeure qui organise tout ça, et qui est virale, ça pose problème. Donc, dans ces cas-là, creuse la vitamine D et éventuellement fais un check-up et essaie de voir si tu as Epstein-Barr. C'est un truc assez étonnant parce que quand vous allez à l'étranger, et particulièrement dans les pays de l'Est, Epstein-Barr, tout le monde connaît. Et c'est l'une des premières choses au niveau de recherche virale qui est faite aujourd'hui. Alors qu'en France, il y a très peu de communication autour de ce virus, qui a des conséquences extrêmement importantes. D'accord ? Donc, voilà. Donc vraiment, je t'invite. Par exemple, il y a beaucoup de choses comme la fibromyalgie ou des choses comme ça qui peuvent être liées directement à Epstein-Barr. Vous savez ? Voilà. Donc, la maladie de Lyme, enfin, allez-y. Epstein-Barr. Carole, vitamine D, Epstein-Barr. Et voilà. Et après, je t'invite à revenir vers moi, et me dire un petit peu ce qui s'est passé pour toi. Je serais heureux d'avoir ton retour.
Quels sont les effets sur la santé physique et mentale concernant l'utilisation prolongée du téléphone? Je viens de lire une étude expliquant que nous passons en moyenne 4 heures sur notre téléphone par jour. Les plus jeunes peuvent facilement doubler ce temps. Si je prends la moyenne de 4 heures par jour, à la fin de l'année, ça fait 60 jours, 2 mois. 2 mois d'utilisation. N'est-ce pas effrayant? C'est absolument flippant. C'est absolument flippant. Alors, d'abord, il y a plusieurs choses qui sont des choses, on pourrait parler des causes biologiques. Moi, j'avais lu des études sur l'impact des ondes sur le cerveau qui ont été faites par des Italiens. Okay, franchement, je l'ai eu en dessous comme ça parce que je collaborais sur un pôle de recherche avec un groupe d'Italiens et le hasard a fait que celui qui coordonnait les travaux de recherche avait eu ça comme demande d'étude. Et en fait, c'est une étude qui avait été demandée par des opérateurs italiens et l'étude n'a jamais été publiée. Okay, mais il était évident qu'à l'époque, on parlait de 2 choses. D'abord, la nuisance vibratoire que ça pouvait avoir sur le système cellulaire et particulièrement sur le système neuronal. Et ensuite, que les téléphones proches de l'oreille, parfois peut augmenter la température de la matière grise jusqu'à 2 degrés quand vous avez un téléphone à l'oreille. D'accord ? Donc déjà au niveau biologique, c'est pas bon. Après au niveau cognitif, c'est pas bon non plus parce que ces personnes qui passent 4 heures sur un téléphone portable, la plupart du temps, ils le font sur des réseaux sociaux. Il n'y a aucune autre raison de passer du temps sur un téléphone portable. D'accord ? Vous regardez rarement que des films sur un téléphone portable parce que c'est pas... Donc, parmi toutes ces heures qui sont passées sur le téléphone portable, c'est essentiellement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à travers leur mode de fonctionnement, s'assurent que vous ayez toujours une sorte de relance de dopamine. Okay ? Donc, il va se passer deux choses. D'abord, quand on utilise ce vecteur de volonté, et on va utiliser 2 choses, majoritairement parlant, le cortex préfrontal, et l'hypothalamus qui va avec, en association, notamment spécialement par rapport aux réseaux sociaux. Et ça veut dire que quand on a une suractivité de notre cortex préfrontal, c'est comme si on grillait la nature, de l'énergie de volonté. Imaginez que vous avez une volonté de 100% par jour. Tout ce que vous passez sur les réseaux sociaux ne fait qu'affaiblir ces 100%. D'accord ? Ce qui fait qu'après, il est possible, il est probable, parfois sûr, que vous allez vous sentir un peu léthargique parce que vous n'avez plus d'énergie. Donc ça nous bouffe littéralement de l'énergie. Et juste la curiosité quand même, c'est que quand j'ai fait une vidéo là-dessus sur Instagram, on m'a banni mon Instagram dans la semaine. D'accord ? Donc j'avais déjà alerté des effets, j'avais fait une vidéo comme ça, il y a de ça 2 mois, sur Instagram. Le lendemain, je le fais le soir, le lendemain matin, mon Instagram a disparu. Je trouve ça profondément bizarre. Et j'alertais justement sur les méfaits des réseaux sociaux sur notre cerveau. Donc, ouais, c'est flippant. Surtout que quand tu vois que tu as passé 60 jours d'utilisation, 60 jours à regarder des choses qui ne font pas avancer la vie. D'accord ? Si tu avais mis ces 60 jours, vous savez qu'en 60 jours, ce que vous pouvez devenir en tant qu'expert, au niveau sportif, au niveau intellectuel, dans n'importe quel domaine, mettez 60 jours d'affilée de concentration sur quelque chose, parce qu'on est concentré sur ces trucs-là. Et vous pouvez aisément devenir un expert extrêmement rapidement. Donc c'est juste dommage parce que on est en train de passer, pour beaucoup d'entre nous, à côté de notre vie à cause de ces outils-là. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre. Et ça renvoie à la question tout à l'heure, sur le métaverse, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on soit de plus en plus vigilant à rentrer dans notre humanité et à être en contact avec la nature, la vraie nature, celle de l'homme. Passez du temps avec les personnes que vous aimez, faites-leur l'amour, faites tout ce que vous voulez, sortez, partagez, échangez, embrassez-les, touchez-les, faites ce qu'il faut, allez dans la nature, marchez pieds nus dans la nature, allez sur la plage et marchez pieds nus sur la plage, baignez-vous même dans une eau froide, parce que franchement, c'est ça qui nous reconnecte à ce qui est essentiel. Et l'essentiel, on dit que c'est l'essence du ciel. Ouais, je sais, c'est très beau, je sais. Tu comme ça, voilà.
Ludovic, sujet lié indirectement avec l'actualité, que penses-tu des médias de masse contrôlés par les grands groupes? Peut-on encore croire à une certaine neutralité des médias? Pas du tout! Mais pas du tout, et c'est pas nouveau. Depuis quand les médias sont neutres? Depuis quand les journalistes sont neutres? Les masses médias appartiennent maintenant à des milliardaires qui dirigent le monde. Donc comment peut-on attendre une forme d'objectivité et d'éthique? Et c'est intéressant parce qu'un jour, il y a une journaliste qui a essayé de me coincer sur une radio connue, je ne vais pas le citer, c'était Europe 1, et elle me dit mais il y a quand même beaucoup de margoulins dans votre métier. Et j'avais rappelé à cette journaliste que notre métier, on peut le faire comme tout le monde. Junior, senior, expert ou maître. Ton métier, tu peux le faire comme un junior, un senior, un expert ou comme un maître. D'accord? Et c'est pas valable simplement dans le coaching, c'est valable aussi dans vos métiers, parce que, à bien y regarder, il y a plein de journalistes qui sont des nuls, qui sont nuls total, pointés, qui vont juste repisser l'information qui leur a été vendue par l'AFP, qui est encore moins une source neutre. Donc, à un moment donné, l'objectivité, j'y crois pas du tout. C'est très rare d'avoir des journalistes qui sont objectifs, parce que même si eux le sont, leurs dirigeants ne le sont pas obligatoirement, et après il va y avoir des censures. J'ai vu des choses, moi, perso, des coupes dans la presse, et je trouve parfois la presse un peu nauséabonde. Voilà, je suis très clair avec ça. C'est-à-dire que des vrais journaux et des vrais journalistes d'investigation, il y en a des très très bons quand ils sont très très bons, mais beaucoup sont nuls. Voilà, soyons clairs. Et c'est dommage parce que voilà, donc l'actualité contrôlée par des masses, des grands groupes. Il y a de plus en plus, je crois aussi à la force des blogs. Voilà. C'est-à-dire que de journalistes indépendants qui vont prendre un sujet, qui vont y aller. Ça, j'y crois un petit peu plus. Maintenant, quand on voit comment... on n'a qu'à regarder ce qui se passe avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est quand même assez impressionnant. C'est que juste avant les élections, la Russie et l'Ukraine, c'était quelque chose d'exceptionnel. Avant ça, on avait le corona, on ne parlait que de ça. Après, c'est la Russie et l'Ukraine. Après, c'est les présidentielles. Depuis les présidentielles, tu te demandes vraiment s'il y a la guerre en Ukraine, alors que les forces se sont intensifiées aux frontières de l'Ukraine. Donc, non, rien que ça, tu t'aperçois bien que l'actualité, elle est plus objective. Elle répond aux besoins. Voilà, c'est du marketing. Voilà, pas beaucoup de respect. Voilà. Salut David. Je me rappelle, il y a 2-3 ans, tu défendais Android et il me semble que tu es repassé sur l'iPhone. Qu'est-ce qui t'a motivé? Mais dis-moi, tu serais pas un petit peu observateur, toi? Alors Jérôme, je t'explique. Je suis passé effectivement sur Android parce que, comme je vis dans un pays étranger, j'avais besoin d'un système avec 2 cartes SIM physiques. Voilà, parce que ici, les opérateurs ne faisaient pas de eSIM. Et je voulais pas avoir de téléphone portable. Déjà, ça me saoule souvent, tu vois, donc 2, bah non, ça devient d'esclavagisme et je veux pas. Et donc, comme il y avait cette solution-là, j'ai trouvé assez sympa. Et il y avait aussi un truc que j'aimais bien, c'est que on pouvait faire facilement aussi monter l'Android sur l'ordinateur et faire des copier-coller. Ce qui, dans le temps, chez Apple, était quelque chose d'absolument infaisable. Nos opérateurs ici sont passés sur l'iSIM. Mon épouse l'a testé, ça marchait bien, donc je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose. Et ensuite, j'ai vu que la fonction fichier était une fonction qui marchait super bien aussi. Et voilà, et j'ai aussi un environnement qui travaille beaucoup avec l'iPhone. Moi, personnellement, mon ordinateur, ça a toujours été et ça restera toujours qu'un Mac, parce que j'aime cet environnement et je le maîtrise super bien. Donc voilà pourquoi je suis revenu à iPhone, jusqu'au jour où je serai déçu, et voilà. Je suis pas une... Pardon. J'ai pas une super grande fidélité à l'iPhone. J'ai une très grande fidélité au Macintosh, au Mac, même s'il y a des choses que je trouve aberrantes, parce que parfois c'est un peu du foutage de gueule. Mais par contre, si demain il y avait un produit qui soit beaucoup plus efficace que l'iPhone, j'en changerais facilement. Voilà. Quel genre de film ou de série tu regardes et qu'est-ce qui te touche? Bon, et moi je suis un mec, hein, donc j'aime les films d'action. Ça va dépendre dans quel mood je suis. J'adore les films romantiques. Voilà, je suis un grand romantique. Et ce qui me touche dans les films, c'est souvent la relation avec parents-enfants. Voilà. De voir quand un enfant est en souffrance, ou de voir
qu'un lien passe du père à son enfant. Ça me touche profondément. Je peux facilement lâcher la petite larmichette. Et puis après, je vais taper un bon film avec Dwayne Johnson qui va tenir un hélicoptère d'un bras et un 4x4 de l'autre. Et le mec, même pas mal. Voilà. Parce que je me dis que tout ça, c'est vrai. C'est la vraie vie aussi. Et que du coup, il faut que je fasse plus de musculation. Et que je me fasse tatouer comme Dwayne Johnson ici. Voilà. Mais donc voilà, les films, en fait, je vais vous dire un truc, les films, je les veux plutôt divertissants, en fait, en vrai. Parce que mon métier, c'est de gérer des problèmes tous les jours. Et en tant que dirigeant et en tant que coach. En tant que coach, les problèmes de mes coachés, ok. Et en tant que dirigeant, les problèmes de ma société. Donc, quand je me pose, il faut que ça soit divertissant, quoi. Voilà, c'est pas un truc qui va me prendre la tête. J'irai pas faire un film intellectuel finlandais pour essayer de comprendre la structure de la relation quand deux personnes sont dans une même pièce et qu'elles ne se parlent pas pendant 2 heures. Vous entendez le vent ? C'est ce qui se passe quand on regarde un film culturel finlandais. Voilà. Donc, je suis très bon public et je suis très bon public. Je rigole facilement, je pleure facilement, je suis très bon public. David, merci pour tout ce que tu nous offres. Tu es celui qui apporte le plus de contenu, toujours renouvelé. Comment fais-tu ? Très bonne question. Merci d'avoir remarqué, parce que c'est important pour moi. C'est une grosse partie de mon travail. Je fais de la recherche. Voilà, je fais de la recherche. Je passe 30% de mon temps à faire de la recherche en neurosciences. Alors, je coach aussi des doctorants en neurosciences, c'est-à-dire des futurs docteurs en neurosciences, pour qu'ils aient leur examen. Donc du coup, j'ai accès à la meilleure information du monde. On a aussi une société d'investissement avec plusieurs personnes aux États-Unis qui fait de l'investissement dans les neurosciences. Voilà. Donc ça me permet d'avoir beaucoup de matière qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre, qu'il faut extraire, et puis matière parfois qu'il faut travailler, c'est-à-dire la tester. Donc je la teste avec mes doctorants. Mais donc ça me permet d'avoir toujours un coup d'avance. Autre chose, j'ai de la chance, je crois que c'est vraiment une chance de rester encore profondément passionné par ce que je fais. Voilà, je suis dans mon métier et ce que je fais, celui de former des coachs professionnels. Et ça me plaît bien. Voilà. Donc c'est ce qui fait que je me renouvelle tout le temps et j'aime bien avoir un coup d'avance. Voilà. Je préfère être celui qu'on copie, qu'on suit. Je suis pas un suiveur dans l'âme. Voilà. J'aime bien. Et c'est ce qui a fait aussi que notre institut, et je peux me permettre de le dire, l'Institut des neurosciences appliquées, l'INA, est le premier organisme de formation de coach en Europe. Nous sommes le premier à former le plus de personnes. On touche près de 35 pays dans le monde. Et voilà, c'est très grosse réussite, très gros déploiement grâce au web aussi. Franchement top. Donc je suis content, très content. Et du coup, quand tu es à la tête de ça, tu te dois de te renouveler et voilà. Ce que je fais aussi, tous les 4 ans, je vais à Las Vegas. Il y a un truc qui s'appelle le CES. Et le CES de Las Vegas, c'est Consumer Electric Show. C'est l'espace dans le monde dans lequel, c'est le salon dans lequel il va y avoir toutes les innovations des 10 prochaines années. Et donc j'y vais juste pour m'ouvrir un peu l'esprit, de savoir ce qui va se passer. Je peux vous garantir que le monde du virtuel, on met un pied dedans là seulement, mais ça va être quelque chose d'assez hallucinant, parce qu'il y a tellement de développement dans ce domaine. La seule chose, c'est que pour l'instant, le cerveau, il n'est pas encore capable d'emmagasiner toutes ces informations. Et ça pourrait être un bienfait d'ailleurs. Mais voilà, donc je me renouvelle, je m'intéresse à tout, je suis un curieux de tout. Voilà. Et dernière chose, je vous écoute beaucoup. Alors je lis vos commentaires, donc merci pour les commentaires que vous me faites. Et puis parfois, donc quand il y a des sujets qui vous intéressent et que je n'ai pas travaillé, avant de dire quelque chose dessus, je vais me renseigner, je vais regarder si j'ai des recherches dans le domaine. Et parfois, ça me permet de... C'est ce qui a fait, par exemple, j'ai fait le sujet sur les HP, voilà, sur les hauts potentiels. Parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de demandes et qu'on me demandait d'aider à clarifier. Donc, j'ai travaillé un petit bout de temps, j'ai amassé les recherches que j'avais et j'ai structuré une vidéo qui cartonne. Voilà, donc... voilà mon chouchou. Merci pour la question. Ok, comment fais-tu pour garder le feu sacré ? Tu m'as formé il y a 20 ans et je vis de mon métier de coach grâce à toi. Comment garder le feu sacré ? Je t'ai vu à la Z, quelle énergie, et j'ai super régulé, c'était énorme. Écoute, ça rejoint un petit peu
la question précédente. J'aime ce que je fais. Voilà. J'aime profondément ce que je fais. Et le jour où je prendrai plus de plaisir à faire ce que je fais, j'arrêterai. Croyez-moi, je ne serai pas un vieux con du développement personnel, j'en ai vu trop. Des personnes qui devraient s'arrêter, qui ne s'arrêtent pas. Et c'est dommage. Voilà. Donc tant que j'aurai quelque chose à raconter, tant qu'il y aura de la recherche intéressante dans le domaine et que je pourrai la transposer, j'irai. Et le jour où j'aurai marre de transmettre, où je n'aurai plus assez d'énergie, je donnerai la main à d'autres personnes. Et je le fais déjà parce qu'en fait, je forme beaucoup de personnes dans ce sens. Voilà. Donc voilà, je garde le feu sacré parce que j'aime ce que je fais. Et plus encore, j'aime les gens à qui je le donne. Voilà. C'est-à-dire que ma communauté, je la kiffe vraiment parce que ce sont des personnes engagées autour de valeurs, autour du développement personnel, des gens qui adorent la vie, qui veulent apprendre, qui veulent se développer, qui veulent partager, qui veulent aider les autres. Et ça, moi, ça me touche beaucoup, profondément. Et voilà, et parce que ma réussite, je vous la dois, je trouve qu'il est normal que je vous rende ce que vous m'avez donné. Voilà. Parce que je ne suis pas un preneur. Moi, je suis un donneur. Mais ce que vous me donnez, c'est tellement riche aussi à travers vos retours, vos partages, vos échanges, vos partages d'expériences, vos témoignages, que ça me donne encore envie. Tu vois, donc je ne vais pas dire que c'est facile d'être dans cette énergie quand tu as 320 000 personnes, mais franchement, ça aide. Parce que tu vois, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que mes 320 000 personnes, toutes sont vraies. Il n'y a pas une qui a été achetée. Je dis ça. Ça veut dire que, curieusement, ma communauté, elle est hyper réactive et elle est hyper attachée et attachante. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai des copains qui ont des chaînes YouTube qui affichent beaucoup plus de nombre d'abonnés et qui font 3 fois moins d'engagement avec leurs clients, quoi. Parce que leur communauté est bidon, soyons clairs. Voilà, donc, ce que je suis, je vous le dois. Et tant que vous aurez besoin de moi, je trouverai le feu sacré pour vous transmettre et partager. Voilà. Et je trouve ça profondément juste. Non? Si, c'est juste. Allez, dernière question. David, j'ai 22 ans et j'ai lancé ma première affaire sur Internet avec un ami. Nous avons travaillé des mois sans relâche. Et lors d'un lancement de notre opération, c'était dans les NFT, alors que tout se passait bien, au bout de quelques minutes, la technique a planté. Je suis dévasté, quoi faire? J'ai beaucoup d'attentes personnelles et financières autour de cela. Ok. Alors voilà la question, et voilà ma réponse. Chouchou. Contre la technique, tu peux rien. D'accord? Je sais qu'il y a des personnes sur Internet qui disent qu'il ne faut jamais avoir un plan B. Et j'ai même entendu une fois quelqu'un dire que ceux qui avaient des plans B, c'était des lâches ou c'était des nuls. Je trouve cette réflexion complètement à côté de la plaque et c'est ne pas connaître le mode de fonctionnement psychologique de l'être humain. Parce que quand tu t'engages à fond pendant un projet et que tu n'as que ça en vue et que tu t'es pas autorisé autre chose, ok? D'abord, tu vas te mettre une pression énorme. Ensuite, tu vas pas avoir la possibilité de rebondir rapidement parce que tu vas être anéanti si ça marche pas. Maintenant, comprenez une chose. Moi, j'ai accompagné des sportifs de très très haut niveau. D'accord? Champion du monde, champion olympique. À ce niveau-là, si tu ne les fais pas travailler sur un plan bis, il faut que vous compreniez que quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, plusieurs heures par jour, pendant 4 ans, et qui va faire la compétition, il n'y en aura que 3. Donc, pour l'instant, la probabilité qu'il réussisse est quand même limite. Maintenant, s'il n'a pas de plan bis, tous rentreront en dépression et beaucoup d'entre eux ne se relèveront pas après. D'accord? Donc, si tu n'as pas préparé un plan bis, je t'explique. D'abord, intègre cette phrase de Marc Aurèle que je trouve fabuleuse. C'est Dieu, donne-moi la force de changer ce que je peux changer, le pouvoir d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse d'en faire la différence. D'accord? C'est très important. Il y a des choses, tu ne pourras pas les changer. Je connais bien cet univers des NFT. D'ailleurs, tiens, prochainement, vous aurez une super vidéo là-dessus parce qu'on m'a demandé comment ça marche. Et j'ai sollicité tout un petit groupe de geeks pour m'aider, qui sont des professionnels de la NFT. Et je vous parlerai de ce qu'est cet univers-là. On parlera NFT, on parlera métaverse, on parlera tout ça. En revanche, quand la technique plante, quoi. Tu vois? Donc, tu peux chercher midi à 14h. Tu peux refaire le film en long, en large, en travers. Garde cette énergie. Maintenant, n'oublie jamais une chose.
c'est qu'un projet, surtout quand on a travaillé comme ça pendant des mois et des mois, un projet c'est long. Un projet c'est très long. Et mon épouse me rappelait tout à l'heure intelligemment que Jeff Bezos, il a déposé 5 fois le bilan avant de monter Amazon, quoi. On parle d'un des hommes les plus riches au monde. Et on sait que là, dans les 10 prochaines années, il n'y aura pas plus riche que lui. D'accord ? Donc, c'est juste important de comprendre cette dimension-là. C'est que sur la route de la réussite, les échecs sont permanents. Tu auras des échecs, mon chouchou. Et si tu t'arrêtes à ton premier échec, tu rebondiras plus jamais. Tu n'avanceras plus. D'accord ? Regarde ce que tu as fait de bien. Regarde ce que tu peux améliorer. Mandela disait « Je n'échoue jamais. Ou je gagne ou j'apprends. » T'as appris. T'as appris en maturité. T'as appris en expérience. D'accord ? Donc regarde comment limiter les dégâts quant au fait d'arrêter ce projet-là. Et relance-toi tout de suite. Remonte en selle. Monte sur ton cheval et fonce. Ne t'arrête pas. D'accord ? C'est votre capacité à faire face à l'adversité qui va déterminer ce que vous êtes en tant qu'entrepreneur et à travers votre succès. Si au premier gros bobo, vous vous arrêtez, au premier coup de poing, au premier KO, tu dis je remonte plus sur le ring, tu n'auras jamais rien construit. Tu ne seras jamais un champion. Un champion, c'est pas quelqu'un qui gagne, c'est quelqu'un qui sait rebondir quand il a échoué. Il y a plus de sagesse dans l'échec que dans la réussite. Alors prends le temps de te poser. Prends le temps de te poser et de dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Vraiment. Si c'était un problème technique, est-ce qu'on aurait pu l'anticiper? Est-ce qu'il y avait un moyen de faire quelque chose pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise plus jamais? Et reprends toute cette expertise, ces connaissances, ces compétences, ce réseau que tu as créé, et repars. Repars et reconstruis. Et là, tu réussiras. Et peut-être, écoute-moi bien, peut-être que la deuxième fois, tu vas te planter. Peut-être la troisième fois aussi. Mais le jour où tu vas réussir, tout ce que tu as fait avant va te faire grandir. Et tout ce que tu as fait avant aura été symbolisé dans ta réussite. Et tu oublieras tous tes échecs. Et tu repartiras de l'avant. Voilà pour le fact de cette semaine. Je vous en ferai un par semaine, c'est promis. Parce qu'il y a beaucoup de demandes et vous aimez ce genre de choses, donc je vous en ferai un par semaine. Donc n'hésitez pas. Non, je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez à travers les commentaires que mes équipes vont lire, ils vont en sélectionner certaines. Et chaque semaine, je prendrai 4-5 questions comme ça. Ça marche ? Je vous aime, prenez bien soin de vous et je vous souhaite à chacun une grande réussite. Abonnez-vous, likez, partagez. Cette chaîne, je vous rappelle que c'est la vôtre avant tout. Voilà, faites-la vivre.